Eh bien, merci beaucoup pour cette magistrale conclusion. Je crois que la réflexion, en effet, ne manquera pas dans chaque cervelle présente ici de germer. Alors, y a-t-il dans l'immédiat quelques réactions à chaud, quelques questionnements, quelques demandes, quelques suggestions, quelques... Oui. Je voulais tout à l'heure intervenir autour de M. Perceroux, mais M. Portier aussi, j'ai été enthousiasmé par votre conclusion, mais je voulais revenir sur quelque chose. Les historiens du temps disent que notre période se caractérise par une sorte de présencisme. Le passé n'est plus un modèle pour nous, l'avenir ne nous enchante plus beaucoup, et que nous avons tendance à vivre dans un présent qui devient notre unique horizon. Et on a entendu en partie que finalement les chrétiens s'impliquent aussi dans ce présent. Je pense à ce qu'on a entendu sur le secours catholique. Mais peut-on encore re-enchanter le futur avec finalement le catholicisme? Et quelque part, c'est peut-être une des questions qui est posée à notre époque où le futur est envisagé de façon très pessimiste. Je ne sais pas si Monseigneur Perceroux veut dire un mot. Peut-être c'était pour Monsieur Perceroux ou pour nous deux? Alors moi je veux bien essayer de répondre si vous voulez. Vous avez, je crois, trois façons d'envisager l'historicité, c'est-à-dire la compréhension de l'histoire. Vous avez une première façon d'envisager, de comprendre l'histoire, portée par la première modernité. Vous savez, la modernité du XIXe siècle, quand on estimait que demain serait nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. Vous avez des grands analystes du temps qui raisonnent tous avec cette idée que le progrès est au centre même de nos existences, que s'affirmera demain une société qui sera une société d'harmonie et de justice. Cela vaut du côté de la pensée d'Auguste Comte, qui estime qu'après l'âge théologique, après l'âge métaphysique, viendra l'âge positiviste, qui sera marqué par la gestion scientifique des choses, et donc par une gestion meilleure de la réalité. Vous avez Marx qui nous dit qu'après le temps du féodalisme, après le temps du capitalisme, viendra le moment du socialisme. Vous avez l'Église catholique elle-même au XIXe siècle, avec ce mot fameux de Léon XIII, nous allons construire l'ordo futurus rerum, l'ordre futur des choses. Même l'Église, dont on dit qu'elle est attachée au passé, se situe dans une perspective progressiste. L'idée qu'on est capable de configurer l'histoire en fonction des idéaux qu'on y insère. Alors, ce modèle-là est entré en opposition avec un autre modèle qu'on appelle le modèle passéiste de l'historicité, qui consiste à dire, comme le veulent les traditionalistes, qu'en définitive, ni le présent ni le futur ne sont des sites agréables d'existence, et qu'il faut plutôt trouver dans la sagesse du passé, dans la sédimentation des temps, de quoi alimenter nos constructions contemporaines. Des auteurs, beaucoup d'auteurs sont intervenus pour considérer que c'était à partir de la tradition qu'il fallait construire le monde. Alors cette doctrine-là, on la voit émerger dès le romantisme allemand du début du XIXe siècle, et elle va alimenter tout un courant traditionnaliste avec cette idée, comme le voulait par exemple de Maistre, que ce qui a été doit être, suivant l'expression meistrienne. Alors, sommes-nous aujourd'hui dans cette alternative du passéisme et du futurisme? La réponse est plutôt négative. Nous sommes en effet dans cette idée que nous devons construire par nous-mêmes notre propre existence, ce qui nous éloigne d'un passéisme. En effet, le passéisme, le traditionnalisme nous dit que nous sommes liés à ce que la sédimentation du temps nous a légué. Aujourd'hui, nous devons construire par nous-mêmes notre propre existence. Est-ce que, pour autant,
nous sommes tendus vers un avenir absolument majestueux, dans une vision optimiste du futur? La réponse est non. Il y a cette idée que nous sommes engagés dans le présent sans savoir si nos constructions d'aujourd'hui seront, pour l'avenir, nécessairement harmonieuses. Et c'est un peu la difficulté dans laquelle nous nous situons, le fait que nous n'avons pas d'horizon de sens, d'horizon d'attente, susceptible de venir combler notre champ d'expérience contemporaine. Alors nous sommes investis dans un champ d'expérience, comment l'habiter? Alors moi je vois aujourd'hui deux choses qui s'articulent pour essayer de construire le temps. Et je n'oublie pas votre réponse sur la place du catholicisme dans tout cela. Ce qu'il y a, c'est qu'on est confronté pour beaucoup à un ethos délibératif. Dans un monde qui est un monde marqué par le présentisme, il faut que nous délibérions les uns avec les autres pour essayer, dans la mesure du possible, sans faire trop de dégâts, de construire notre rapport immédiat au monde. Et c'est ici précisément que des sagesses extérieures peuvent intervenir pour alimenter la délibération. Il y a un point dont nous avons très peu parlé au cours de ces 2 jours, c'est de considérer l'Église comme, je prends ici l'expression du philosophe allemand Habermas, une communauté d'interprétation. La possibilité pour l'Église de mettre dans la délibération publique un certain nombre de ressources de sens, un certain nombre de discours explicatifs et prospectifs susceptibles de venir meubler, enrichir, consolider la réflexion délibérative. Et c'est ici que peut s'affirmer une part substantielle du catholicisme, la possibilité pour le catholicisme, dans un monde qui est très marqué par la désinstitutionnalisation, de proposer une parole, proposer simplement, mais proposer tout de même une parole susceptible d'alimenter la discussion présente. Vous voyez, le présentisme, ça n'est pas nécessairement un monde où rien ne se passe, où l'on vivrait replié sur son seul enclos privé. C'est un monde où peut se mettre en place une délibération collective susceptible de construire, sans faire trop de dégâts, le monde dans lequel on est. Et c'est dans ce cadre-là que les forces religieuses peuvent intervenir pour nous offrir des ressources de sens qui nous sont parfois inconnues.